Donc, tout le monde était là hier? Non. Non, pas moi. Pas Non, vous? moi non Bon, plus. donc, vous aurez manqué la première partie, mais c'est pas grave. Vous pourrez la voir en replay, hein, après. Je vais mettre ça sur Internet. Merci. Je vous enverrai le lien. Donc là, on a vu les enduits, entre autres, au balai, enduits fouettés au balai. Et là, on va passer à une autre technique qui n'est pas très connue, mais qui est assez intéressante. Enfin, je vais vous dire pourquoi, évidemment. C'est l'enduit graissé. Alors, personnellement, j'ai mis assez longtemps, d'ailleurs, pour le connaître. C'est tout ce que je vous dis, de toute façon, je l'ai appris avec des artisans formateurs, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé ni découvert. Et donc, l'enduit graissé, la particularité, alors d'abord, le nom de graissé, ça vient du fait tout simplement qu'on utilise une chaux grasse. Une chaux grasse, ça suppose une vraie chaux en pâte. Or, il se trouve que techniquement, pour de multiples raisons là, que je n'ai pas le temps de développer, une chaux en pâte, si elle si elle n'est pas passée par l'étape de chaux vive qui va dans l'eau, qui ne sort pas de l'eau, donc si elle ne saute pas l'étape chaux en poudre, sèche, ça ne peut pas être une chaux en pâte à l'arrivée, puisque la maturation se fait que dans l'eau, directement de la chaux vive qui devient de la chaux en pâte, qu'on laisse vieillir minimum 1 an. Et là, il y a tout un phénomène d'affinement des particules de chaux, finalement, qui est expliqué dans un bouquin italien. Hein, si ça vous intéresse, si vous lisez l'italien, je pourrais vous donner les références. C'est le seul bouquin que j'ai trouvé technique sur les questions de chaux en pâte, et Grassello De Cacce. Et donc, ça montre qu'il y a vraiment une différence qualitative. Et l'autre façon dont on peut se rendre compte d'ailleurs de cette différence, c'est que j'avais eu un écho je crois que c'était quelqu'un du labo des Chaux-Socli. Il m'avait dit qu'ils avaient fait à une époque des tests comparatifs d'abrasion entre entre deux stucs, pardon, entre un stuc qui était fait avec une chaux en pâte, une vraie, et un stuc qui était fait avec une chaux en poudre. Et même au bout d'un an, supposons, même si on laisse vraiment le temps à la poudre de faire prise complètement et tout, il y avait un écart de dureté qui n'était pas de 1 à 2, ce qui serait déjà pas mieux que rien, c'était de 1 à plus que 20. Donc, je considère que, si vous voulez, que c'est deux produits différents, quoi. Qualitativement, il y a pas photo, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, l'autre indice qu'on peut en avoir, indépendamment de toute validation scientifique, un peu difficile toujours à trouver, c'est le fait que dès que vous avez des travaux pointus, les plus pointus, mettons quelqu'un qui fait du marmorino, quelqu'un qui fait des cadrans solaires, donc qui ne travaillera pas sur une grosse surface. Mais là, dans cette surface-là, donc le prix du matériau ne joue plus, évidemment, et le confort de travail est primordial. Et donc, jamais il ne fera un cadran solaire avec une chaux en poudre, parce que ça serait vraiment complètement masochiste, puisque ça serait avoir quelque chose de beaucoup moins résistant. Il faut savoir aussi que tout ce qui est en chaux en pâte en finition a une capacité de réaction au gaz carbonique de l'air qui est multipliée en vitesse par peut-être 10 par rapport à la chaux aérienne en poudre. Ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus vite hors d'eau, dans le sens de ne plus craindre la pluie. Moi, j'avais fait un stage à Venise où, par exemple, on avait fait des panneaux comme ça, on les avait mis dehors quand on avait fini le premier exercice, et il a plu dessus très fortement 2 jours après, et ils n'ont pas bougé, quoi. Alors qu'à la chaux aérienne, même une semaine après, ils se seraient délavés, ils auraient été complètement dégradés. Donc, il y a vraiment une différence qualitative énorme entre la chaux en pâte, la vraie, et la chaux en poudre aérienne. Donc, tout ça pour dire que cette chaux en pâte qu'on va imbriquer, donc la particularité de l'enduit, pas de l'enduit, puisque là, on est sur un enduit taloché qui est encore au frais. On vient avec une chaux en pâte qu'on a teintée ou pas, peu importe. On n'a pas d'adjuvant dans la chaux en pâte en question. On n'a aucun des adjuvants qu'on met dans le stuc d'habitude, qui permettrait effectivement de sécuriser un peu l'application. Mais on met cette chaux en pâte et pour qu'elle tienne, il faut absolument l'imbriquer dans l'enduit. Dire que l'impératif, c'est absolument que l'on voit réapparaître à la pointe des grains de sable, comme j'espère que vous le voyez là sur l'écran. Si on n'a pas ça, c'est-à-dire si on était comme ça, là, c'est-à-dire on ne voit plus le fond sur l'ensemble, on aurait un problème, c'est que la chaux en pâte serait en surface, de la même façon que quand on pose un stuc. Et du coup, on aurait une pellicule qui, en séchant, vu qu'elle n'est pas du tout adjuvantée, craquelle et tomberait. Donc, il faut vraiment que la chaux en pâte soit imbriquée. Alors, l'avantage de cette technique-là, de l'enduit graissé, c'est qu'on a un aspect quand même à l'arrivée, je vais vous le montrer sur la photo suivante. Pardon. Attendez, je reviens en arrière. Voilà. On a un aspect satiné, comme vous voyez un petit peu. C'est beaucoup plus facile, donc beaucoup plus rapide. Enfin, facile, pas forcément, parce qu'il faut avoir l'œil sans arrêt sur le fait qu'on a vraiment le grain de sable qui apparaît, qui réapparaît.
sinon on va avoir une loupée. Mais bon, si on a un artisan motivé, intéressé, il y arrive. Moi, j'ai eu le cas sur ce chantier-là d'un artisan qui ne l'avait jamais fait et qui était quand même un compagnon maçon. Il ne connaissait pas la technique, je lui ai juste expliqué, on a cherché la couleur sur 50 cm² avec 100 grammes de chaux dans lequel on a mis un peu de pigment. Et ils étaient deux hein, pour une maison qui faisait plusieurs côtés. Alors, ils ont probablement à deux fait qu'une façade par jour, je suppose, mais bon, peu importe, parce qu'il faut faire à la fois la finition le même jour et le graissage. Mais le résultat, d'une part, c'est une finition satinée. Et bon, ça, ce n'est pas la question, ce n'est pas l'esthétique qu'on recherchait dans ce cas-là. Ce qu'on recherchait dans ce cas-là, c'est un village de l'Hérault qui, bizarrement, à la limite de l'Aveyron, qui est à 100% d'humidité, paraît-il, 6 mois de l'année. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que j'avais observé, moi, sur les façades, en faisant l'étude, qu'il y avait du lichen sur toutes les façades. Donc, effectivement, ça prouvait bien qu'il y avait une humidité assez fréquente. Et donc, l'artisan avait déjà fait son devis pour une fois, quand je faisais le conseil. Le devis, il n'y avait rien à dire, hein, c'était un bon artisan, c'était bon. Mais il avait prévu un badigeon en finition. Et je lui ai dit, le badigeon, c'est une très bonne technique, elle le tient dans plein de situations, mais là, c'est peut-être un peu délicat, puisque c'est vraiment 100% d'humidité, il y a du lichen partout. On serait plus sûr si on mettait quelque chose qui soit beaucoup plus résistant et qui accroche moins, qui permette moins au lichen de se développer. Donc, il a été d'accord, la façade s'est faite, et donc voilà, c'est pour dire qu'un artisan motivé, intéressé, et qui a l'œil sur ce qu'il fait, qui n'est pas en train de regarder ailleurs, peut tout à fait maîtriser ça. J'ai eu un autre chantier d'un autre artisan qui était bon également, mais qui ne l'avait jamais fait, et qui a maîtrisé également le graissage de l'enduit taloché, frais. Ça suppose seulement que, selon la surface qu'ils ont traitée, ils sont assez nombreux pour que, pendant que l'enduit, alors ce ne sont que deux, comme là, bon, ben, ils descendent de la façade en finition. Le corps d'enduit, ils ont laissé sécher pendant une semaine, peut-être avant, ou peut-être plus. Et puis, ils appliquent la finition et ils font le graissage le jour même. Donc là, on voit cet aspect satiné. Là, c'est un autre cas de graissage. On voit que le jour même, là, j'avais participé au chantier. Le jour même, on a fait la finition que l'on aperçoit sur le bas, qui est la couleur jaune un peu du sable. Okay. Et là, on était J'entends pas bien. Quelqu'un parle peut-être? Dites-moi. Non, c'est bon? D'accord. Donc là, vous avez le sable de la finition qui a été appliqué le jour même. Et là, on est en train de graisser. Alors là, on graisse vraiment dans le sens basique, hein, c'est-à-dire on voit bien que c'est la chaux blanche et non teintée. On voit bien qu'il y a des nuançages, hein, puisqu'il y a des endroits où il y a un peu plus de chaux, un petit peu moins de chaux. Bon, en gros, dans ce cas-là, ce n'était pas un problème. Donc là, vous voyez vraiment le graissage dans le sens où on met la chaux grasse, pure, non adjuvantée et non teintée. Et dans ce cas-là, donc le but, c'était d'avoir quand même un genre de feuille blanche à l'arrivée sur le mur, parce que l'on savait qu'on allait faire par-dessus une patine colorée, qui fait que l'effet de nuançage que l'on a là, on aurait pu le laisser, d'ailleurs, techniquement, ce n'est pas un problème, hein. Et puis esthétiquement, ben, après, ça dépend des conditions, du contexte et du fait d'avoir fait des essais avant avec le propriétaire, entre autres, pour qu'il valide le fait que ça lui convient. Mais bon, ça, ce n'est pas le même problème. Et donc, si je continue sur cette façade-là, là, vous avez vu que sur le graissage qui était fait sous la génoise, on a passé déjà la patine en question. Donc là, on peint vraiment comme si on était presque sur une vitre, quoi, hein. Ça glisse. C'est vraiment très, très confortable comme travail. Je vous le repasse. Là, on travaille au spalter, hein, c'est-à-dire pas une brosse à badigeon, quelque chose de plus fin. Parce qu'une brosse à badigeon, pas de problème, ça fonctionne, mais c'est pour poser vraiment de la matière, alors que là, c'est vraiment juste pour poser quasiment de l'eau avec du pigment, quoi, hein. Alors, en sachant que quand on pose de l'eau avec du pigment pour faire une patine sur un enduit ou sur un graissage, dans ce cas-là, on a toujours intérêt à prendre de l'eau de chaux et pas de l'eau neutre du robinet, parce que finalement, l'eau de chaux, comme elle est basique, puisqu'il y a de la calcite à l'intérieur, elle va beaucoup mieux se mélanger avec l'eau de l'enduit qui, elle aussi, est chargée de calcite. Donc, les deux eaux sont de même nature, alors que quand on a une eau neutre, on applique comme ça sur l'eau du mortier, qui est pas encore, qui est frais encore, hein. Donc une eau qui contient qui est basique, comme au niveau du pH. L'eau neutre et l'eau basique ont tendance à ne pas se mélanger bien, et donc il y a probablement un risque à long terme, peut-être, mais ça je ne sais pas, de moins avoir incorporé vraiment la patine avec le mortier qui est dessous. Donc voilà, donc toujours pour dire, patine égale eau de chaux. L'eau de chaux, à la limite, vous mettez de la chaux vive dans de l'eau et le lendemain, vous avez l'eau qui est en dessus, c'est de l'eau de chaux, hein. Pas besoin d'attendre, par contre, là que ça
que ça mature, puisque ce n'est pas la chaux en pâte, c'est l'eau dans laquelle il y a eu la chaux vive qui a bouilli et qui s'est décantée, quoi. Donc là, on est sur cette patine, et là, on est en train de faire la patine. Vous voyez le bandeau qui est là-haut. Là, on est en train de faire la patine, on est en train de la commencer. Et donc, on passe comme ça, alors, avec des gestes un petit peu en croisant, quoi, disons, hein, effectivement, parce que quand on dit des fois le badigeon, là, c'est pas un badigeon, c'est une patine, hein, mais on dit des fois, vous passez le badigeon des coups de première couche horizontalement et puis deuxième couche verticalement parce que c'est dans le sens de la pluie. Bon, personnellement, je trouve que c'est de la théorie. En pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on pose un badigeon? On prend le mélange dans le seau. Il faut pas en mettre beaucoup pour qu'on puisse remuer chaque fois avec la brosse. On sort le badigeon, on le pose sur l'enduit, je dirais avec le geste naturel que l'on a, quel qu'il soit. Et quand on a posé la matière, avant de repartir dans le seau, rechercher du badigeon, on fait des X, comme ça on croise. Et ce qui fait que ça, comme il est encore frais, il bouge encore, il se remet en place. Et quelle que soit la façon dont on l'a posé, qui est la façon la plus naturelle que l'on a, on finit par des X qui font qu'à l'arrivée, les différentes poses vont se mélanger et vont se fondre, quoi, vont faire un effet d'ensemble. Donc, le fait de dire vertical, horizontal, d'abord, ce n'est pas un geste naturel, et deuxièmement, ça n'a pas d'importance. Et ce qui compte surtout, c'est d'avoir un effet d'ensemble, quoi, avec des nuances, mais maîtrisées. Donc là, je continue. La façade complète, après, qui a été sur l'ensemble. Là, ce n'est pas encore au sec, hein. On voit que c'est plus marqué sur le bas, parce que là, ça a séché plus vite, c'est le haut, et là, c'était en fin de journée. Là, c'est l'effet général que ça donnait de près, en sachant que c'est un peu marqué comme effet, mais il avait été validé avant sur un petit panneau annexe à la façade. Donc, c'était accepté par le propriétaire, c'était clair. Je veux dire, par là, on ne va pas prendre le risque de faire ce type d'effet. Personnellement, je le trouve intéressant, mais il est quand même assez fort si le propriétaire n'a pas vu venir qu'il aura ça sur sa façade. Parce que s'il veut juste quelque chose de très, très nuancé, mais à peine visible, bon, ça ne sera pas le cas et vaut mieux baliser le terrain, comme on dit, avant d'avoir fini. Là, c'était un petit sgraffito qui a été fait donc, sur le petit muret qui était à côté, qui est un sgraffito sur l'enduit lui-même, comment dire, patiné, enfin graissé, patiné, et après, il a posé. Alors, je n'ai pas vu faire, donc je ne sais pas s'il avait fait un poncif ou est-ce qu'il l'a dessiné directement, hein, ça, je ne sais pas. Peu importe, dans tous les cas, après, il est allé gratter et retrouver la force. C'est pas peint, si vous voulez, par-dessus avec le badigeon. C'est un petit décalage de quelques millimètres de l'épaisseur de la finition de l'enduit qui va rechercher la couleur qui est derrière. D'accord. Alors, juste une précision, là, je vous montre, c'est la même façade que tout à l'heure avec l'enduit graissé. Là, j'y suis passé, il pleuvait dans la journée où je suis passé. Ça venait de s'arrêter de pleuvoir peut-être une heure avant, je ne sais pas. Et on se rend compte qu'en fait, elle est déjà en train de sécher. Donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment l'argument de base. On ne met pas des produits sur une façade où il y a des matériaux qui craignent l'humidité. On ne met jamais des produits pour empêcher l'eau de rentrer dans le mur. On lui met des produits, des enduits dans ce cas-là, qui vont permettre à l'eau de sortir. La question, c'est jamais comment j'empêche l'eau de rentrer, mais comment je lui permets de sortir. Et ce qui compte, c'est qu'elle sèche plus vite que ce qu'elle se mouille. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si je vais casser l'enduit, là, il est probable que 2 centimètres derrière, il n'y a pas encore de l'eau de pluie, quoi. De l'eau de pluie, je veux dire par là, qui a mouillé toute la façade, n'est pas encore rentrée en profondeur. Donc, si elle peut sécher vite, ça va bien se passer, il n'y aura pas de problème, quoi. Donc voilà, c'est juste un exemple de. Et pour vous dire que cette façade, elle a été faite, vous voyez il y a des retours, il y a des pignons, là, il y a même un autre retour encore là-bas. Elle a été faite par 2 artisans, bon, intéressés, motivés, tout ça, mais qui n'en avaient jamais fait et qui sont arrivés sans problème, quoi. Cette façade, elle va vivre. Est-ce qu'elle va nécessiter beaucoup d'entretien? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est, on va dire, périn, qui peut rester 50 ans ou plus Quelle est la durée de vie? Je ne sais pas, c'est naïf comme Alors, question, oui, mais oui. Non, non. En résumé, bon, je ne suis pas capable de vous dire elle va durer 20 ans, 50 ans, 100 ans, mais a priori, un enduit à la chaux bien fait, moi j'en ai vu des. Alors c'est vrai que le vieillissement des enduits à la chaux est quelque chose d'assez variable. J'en ai vu qui avaient plus d'un siècle et qui étaient encore très stables, et puis d'autres qui en avaient peut-être aussi un siècle. Bon, ça c'est possible quand même qu'ils étaient quand même très âgés quand même, hein, mais qui étaient complètement décalcifiés, on appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, la chaux migre, elle part de l'intérieur et elle vient en surface, ça fait une petite croûte, un petit peu comme du calcin de la pierre, si on veut, sauf qu'à l'intérieur, elle a perdu son liant, et du coup, l'enduit s'effrite, on le touche comme ça, il tombe, quoi.
Donc, c'est vrai que les évolutions, ça, c'est un domaine technique que personnellement, je trouve intéressant, mais que, bon, en gros, comme tout le monde s'en fout, y compris les fabricants de chaux, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre la chaux, c'est pas de savoir comment ça va vieillir. Et à la limite, ça vieillit trop, ça ne les intéresse pas trop. Donc, du coup, en pratique, personne ne fait vraiment des recherches là-dessus. Et pourquoi, là c'était un Lodévoilardac, hein. Je suis allé sur des ruines où il y avait des mortiers hyper costauds. Pourtant, c'était vraiment des ruines, hein. Il n'y avait plus le toit, vraiment tout. Il y avait encore l'enduit en place et il était vraiment plutôt même, j'aurais tendance à dire presque trop dur. Ce n'était pas du tout du ciment, hein. C'est des choses qui avaient largement plus qu'un siècle. Tout ça pour dire qu'a priori, un enduit à la chaux. Alors, le bémol, c'est que là, maintenant, on est avec des chaux, bon, la chaux hydraulique, bon, je suppose, a priori, je n'ai pas eu de retour de situation où on me dise, au bout de 25 ans, 50 ans, ça tombe, il n'y a pas trop de raisons, hein. Ce qui compte, c'est vraiment les questions aussi du contexte. C'est-à-dire que si on est vraiment dans des contextes très agressifs, avec beaucoup d'humidité qui remonte, ben, c'est évident qu'on va, sur le soubassement, avoir à y revenir plus vite que sur la façade. Ça, c'est clair. Mais sinon, les enduits à la chaux, quand ils sont bien faits, alors à l'époque, ils étaient faits presque sûrs avec des chaux en pâte, parce que c'était la façon la plus simple d'avoir une chaux, c'était qu'elle soit en pâte et pas en poudre. Ça a été inventé par les industriels, hein, pour des raisons pratiques, mais pas du tout pour des raisons, comment dire, enfin, à l'époque, avant, on prenait une chaux vive, on la mettait dans l'eau. Si elle était hydraulique, effectivement, on ne pouvait pas l'utiliser, mais ça, avant le 19e, la partie hydraulique, on n'était pas capable de la valoriser. Donc, on éteignait une chaux un peu hydraulique, supposons, on la mettait dans l'eau par immersion, la partie hydraulique était morte. Donc, en fait, ça faisait une mauvaise chaux aérienne, quoi. Il reste toujours, dans une chaux hydraulique, on considère qu'il y a un tiers de prise qui est encore aérienne. Une chaux hydraulique 3,5. Donc, dans une chaux hydraulique, alors, on ne peut pas dire combien elle était, parce qu'à l'époque, pour les artisans, eux, c'était le repère, c'était comment ça fonctionne quand je le mets en œuvre, quoi. Donc pour eux, ils savaient juste qu'avec la pierre de tel endroit ou de tel chauffournier, ils avaient une chaux, ils n'auraient pas été capables de dire qu'elle était aérienne et qu'elle était plus aérienne que l'autre, qui était un peu hydraulique et que la partie hydraulique était morte. Ils ne l'auraient pas dit comme ça. Mais ils auraient ressenti que ça ne fonctionnait pas pareil. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que comme la chaux en pâte a une capacité de réaction au gaz carbonique de l'air beaucoup plus rapide, ils avaient de fait un matériau qui fonctionnait. Alors qu'aujourd'hui, si je veux utiliser en corps d'enduit une chaux aérienne, là, je suis dans une galère complète, sauf si je le fais à la chaux en pâte, en partie. J'ai d'ailleurs, bon là, je n'ai pas envisagé d'en parler, mais j'ai d'ailleurs des formules qui sont utilisées par un fabricant de chaux en pâte, la chaux d'Augmentel, hein, je peux la citer, puisque c'est la seule que je connaisse qui soit vraiment de la qualité. La prise aérienne, on croit que ça se fait avec le gaz carbonique de l'air, et quand on a dit ça, on se dit, ben, il suffit qu'il y ait de l'air, et puis c'est bon, la prise va se faire. Or, techniquement, il faut qu'il y ait de l'humidité. C'est-à-dire que le gaz carbonique, il passe en solution dans l'eau, et on appelle ça de l'acide carbonique. Donc, ce n'est pas le gaz carbonique directement, c'est cet acide carbonique qui réagit avec la chaux et qui fait la prise aérienne. Donc, s'il n'y a pas d'humidité, c'est-à-dire si votre enduit à la chaux aérienne en poudre, qui va sécher beaucoup plus vite en plus, parce que la chaux en pâte, en plus, a une capacité de rétention d'eau qui est liée à ses caractéristiques quand elle a mûri. Là, je n'ai pas le temps de développer. Qui font qu'elle a une capacité de rétention d'eau énorme. Et comme elle retient l'eau, si vous voulez, elle l'empêche de partir, ça permet à cette eau qui est prise un petit peu, presque chimiquement, avec les particules de chaux en pâte, de réagir avec le gaz carbonique de l'air et du coup de faire la prise. C'est ce qui expliquerait, si vous voulez, à mon avis, la prise beaucoup plus rapide, puisque l'eau est tenue, incluse presque à la chaux en pâte, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la chaux en poudre. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment deux produits différents, même si chimiquement c'est pareil, ce n'est pas notre problème, nous, la chimie. Nous, notre problème, c'est comment ça marche, pourquoi ça marche bien, pourquoi ça marche mal, quoi. Donc, dans ce cas-là, a priori, alors, la finition a été faite à la chaux en pâte. La sous-couche, honnêtement, je ne me rappelle plus. Je suppose qu'il avait fait ça à la chaux hydraulique, mais oui, c'est presque sûr, mais bon, je ne pourrais pas vous le jurer, parce que comme c'était quand même un compagnon maçon, il est possible qu'il ait mis un peu de chaux aérienne déjà dans la sous-couche. Mais bon, je pourrais pas, dans ce cas-là, je ne me rappelle pas du tout. Pour vous dire en résumé, alors, si on était en ville, c'est d'autres critères, ça, hein. D'ailleurs, là, on est vraiment à la campagne, il ne va pas y avoir de tag la nuit sur la façade. Et si on est en ville, par contre, ça peut être un critère, hein, de choix des techniques. Moi, je suis à Montpellier, où ils ont des problèmes de tag permanents. Et sur la pierre de taille, on a été amené, j'ai fait une petite étude là-dessus, on a été amené à faire des badigeons de chaux avec l'accord de l'ABF, y compris un peu épais,
malheureusement, ça cache un peu la pierre, ça la peint si on veut, sauf qu'on sait que techniquement c'est neutre, hein, il n'y a pas de problème, et parce que ça permet d'enlever le badigeon et d'enlever le tag avec sans abîmer la pierre. Donc, si vous voulez, si j'étais dans un centre-ville où il y a des risques de tag, l'enduit graissé comme ça, il a l'inconvénient que si j'ai un tag dessus, ben, pour l'enlever, je ne peux pas vraiment, parce que sinon je vais gratter l'enduit, quoi. C'est comme si j'étais sur l'enduit taloché normal. Donc, du coup, dans ce cas-là, si j'avais mon enduit graissé et qu'il soit taché, tagué, ce que je pourrais faire, par contre, sans problème, c'est de lui mettre en plus un badigeon par-dessus, qui deviendrait ce qu'on appelle un badigeon sacrificiel. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il sera tagué, je vais l'enlever et je vais pouvoir l'enlever avec le tag sans avoir besoin d'agresser l'enduit. Alors que c'était le cas jusqu'à maintenant. Chaque fois qu'on enlevait des tags, en gros, on enlevait l'enduit en même temps, quoi. Donc voilà, j'ai répondu sans répondre à votre réponse, à votre question, mais parce que ça Oui, dépend en fait de la qualité des matériaux utilisés, quoi. oui. Oui, puis, puis oui, le badigeon apporte une solution, mine de rien. Si on devait en mettre en centre-ville, c'est une solution. Très bien, ça permet de garder l'idée d'une chaux graissée possible en centre-ville. Voilà. Voilà. Et puis le badigeon en général, là aussi je vais vous en parler rapidement après, c'est une solution qu'on sous-estime complètement. Personnellement, même je croyais au tout début, quand j'ai travaillé là-dessus, que c'était en gros bon, la peinture du maçon, comme on dit. Donc la peinture du maçon, quand on le dit comme ça, on se dit, ben, le peintre, il est dans son domaine, le maçon, ben, il n'est pas peintre, quoi. Donc forcément, c'est moins bon. Et puis, il fait avec le matériau qu'il a sous la main. Donc, bon, voilà, quoi. Sous-entendu, il fait avec ce qu'il a, mais ça ne prouve pas que c'est meilleur. Or, j'ai constaté, ça, il n'y a pas photo là-dessus, c'est indiscutable, que j'ai des badigeons qui ont plus de 50 ans, même des fois 70, 80. J'en ai même trouvé un qui avait 150 ans exactement. C'est facile à dater puisque le propriétaire avait écrit au crayon dessus « Vive Napoléon Louis » au crayon sur un badigeon qui était à peu près 2 mètres de haut. Et donc, du coup, ben, Napoléon Louis, ça faisait 150 ans. Et en plus, au passage, un coup de crayon graphite sur du badigeon, ça ne part pas à la pluie. J'ai vu des fois des tracés de faux parements faits avec des crayons, alors plus ou moins gros, hein, des fois jusqu'à 5 mm, des crayons, ce qu'on appelle le mine de plomb. Mais en fait, pour ce que j'en ai compris, j'ai un peu cherché, j'ai cru comprendre que c'était quand même du graphite, en fait, ce qu'on appelle la mine de plomb. Si vous savez que non, dites-le moi parce que ça m'intéresse. Donc, c'est gras. Et du coup, vous tracez avec ça sur un enduit frais ou sur un enduit comme ça graissé. Vous dessinez comme sur une feuille blanche, quoi. Et à l'arrivée, vous avez quelque chose qui tiendra, mais sans limite de temps, quoi. Enfin, vraiment, ça tient. Moi, j'en ai vu qui avait vraiment plus d'un siècle. Là, voilà, c'était sur l'enduit graissé. Donc, c'est pour évoquer les techniques, si vous voulez, pour vous donner une idée un petit peu, hein, un parcours comme ça. Là, je suis dans un cas un peu particulier. Alors, il avait voulu, bon, c'était un petit peu pour lui un exercice, il avait pris du sable de la rivière du coin, qui était à 50 mètres. Il en avait mis une certaine proportion, alors je ne me rappelle plus, parce alors j'ai écrit en bas là, rendu à base de 4 volumes de sable du commerce, 2 volumes de chaux aérienne et 2 volumes de sable de rivière, voilà, qui étaient criblés et non pas tamisés à 10 mm. C'est-à-dire, on met juste une maille de 10, on jette à la pelle dessus le sable de rivière, ce qui rebondit, c'est-à-dire les feuillages, les bouts de branches et les cailloux plus gros que 10 mm, ben, ça retombe et on laisse tomber. Et on reprend tout ce qui est passé à travers, qui sera du 0,10 pour simplifier, quoi, disons. Et donc, on met ce sable de rivière, mais là, vraiment, c'était quand même très dosé, c'est-à-dire ça faisait quand même un tiers de sable de rivière et 2 tiers de sable du commerce, du sable 0,4 hein, du commerce. Et ça faisait beaucoup trop, c'était assez difficile à mettre en œuvre. Après, on a fini la façade en fait en ne mettant plus un volume de sable de rivière. Ça suffisait pour avoir l'effet qu'il recherchait. Alors là, on est quand même dans des techniques, bon, on s'amusait, c'était un petit cabanon, c'était l'exercice, disons, mais on est dans des techniques où en fait on recopie des choses qu'on a vues esthétiquement sur des vieux enduits qui à l'époque étaient faites sans intention esthétique du tout, évidemment. Il y a 2 aspects. D'une part, on a recopié l'usure du temps, c'est-à-dire qu'on a passé la taloche éponge. Quand on passe une taloche éponge, c'est pas j'ai une éponge que je trempe dans de l'eau et que je promène sur la façade complètement détrempée. C'est j'ai une gamate dans laquelle j'ai de l'eau, je mets ma taloche éponge, je les sors au bord de la gamate, je la passe à un certain endroit pour enlever de la laitance en fait, qui est en surface. Et dès que je vois que je suis en train de plus l'enlever parce qu'elle est chargée, je la réessore et je la retrempe dans l'eau pour enlever ce qu'elle a ramassé sur la façade. Et je la réessore et je continue. Je vous dis ça parce que des fois, vous voyez un maçon qui va passer, il va vous facturer taloche éponge.
Et s'ils promènent sur la façade une taloche trempée, ça n'a aucun sens, quoi. C'est juste de dégrader un peu l'enduit, de faire un truc complètement irrégulier, c'est pas maîtrisé du tout. Donc là, on a vraiment passé une taloche éponge comme il faut, en l'essuyant et en l'essorant autant de fois que nécessaire. Et pour finir le travail, il a été passé par-dessus une patine faite avec la terre qui est là, vous voyez, qui est dans la vigne à côté, quoi. Et on prend la terre en question, on la prend quelques jours avant, on la met dans de l'eau savonneuse, on la remue bien, on laisse décanter et on ramasse en surface ce qu'on appelle les fines, et tout ce qui fait moins d'un centième de millimètre. Et en fait, donne un genre de pommade finalement. On appelle ça aussi des fois de l'impalpable. C'est-à-dire que quand vous le prenez dans les doigts, c'est un bon critère, c'est simple. Vous ne sentez même pas un grain de sel, quoi. C'est vraiment impalpable. Et donc, du coup, cette fine, il n'y a que des fines qui ont un pouvoir colorant. Si vous prenez un sable même très fin et que vous sentez un petit peu dans les doigts, vous pourrez le mettre, vous avez l'impression que c'est très fin. C'est très fin de fait, mais ce n'est pas de l'ordre des quelques microns, quoi, hein. C'est vraiment du petit sable. Ça n'aura aucun effet de couleur. C'est-à-dire qu'il va se noyer dans la masse et il va être perdu. Alors que vraiment, quand on a des fines, là, elles peuvent vraiment arriver à donner un effet de couleur. Donc, on a préparé cette terre, on l'a décantée. Alors, on ne prend jamais de terre organique, hein, il n'y a pas de matériaux en décomposition. On prend des terres, des limons, des choses un peu déjà délavées. Et donc, voilà, on a passé cette patine au spalter par-dessus. Bon, c'est anecdotique, mais c'est juste pour vous montrer que là, on est en train de reconstituer l'esthétique d'un enduit usé qui a pris une couleur terre ou qui avait une couleur terre parce que le sable de base était un sable terreux. On a deux hypothèses, hein. J'en ai déjà parlé hier. Quand vous avez un enduit couleur terre, il y a deux solutions. Soit c'était un sable terreux à l'origine, et si vous en cassez un petit bout, vous trouvez un endroit où vous pouvez, il est déjà à moitié cassé, vous regardez derrière, s'il a la même couleur, c'est que c'était le sable qui était terreux. S'il est derrière beaucoup plus blanc, c'est qu'a priori, c'est une patine naturelle qui s'est faite, ce qu'on appelle une patine éolienne, c'est-à-dire que c'est le vent qui petit à petit a ramené des poussières des terres environnantes, surtout dans des villages évidemment, et auquel cas ça a pu prendre. Moi, j'ai eu des cas où j'aurais juré, j'aurais parié toutes mes économies que c'était un enduit à la terre crue, et puis tout simplement, ben, c'était un enduit à la chaux avec du sable, sauf qu'en surface, il y avait un tel dépôt de terre qu'on ne voyait que la terre, on ne voyait pas du tout l'enduit, quoi. Et c'est qu'en cassant en morceaux qu'on se rendait compte que c'était un enduit à la chaux normal. Donc je continue, c'était un peu juste pour illustrer voilà, ce qu'on voit, comment on l'interprète et comment on peut le refaire ou pas selon la doctrine locale que l'on se donne. Là, c'est juste une façade avec un enduit taloché, avec une teinte donnée par le sable, tout simplement. Bon, ça, après, ça dépend évidemment des sables que l'on a sous la main. C'est un sable, a priori, en finition, on utilise souvent des sables 0,2, donc pas trop gros. Les gros sables n'ont esthétiquement que des avantages, mais c'est vrai qu'en pratique, pour les mettre en œuvre, comme je vous disais, c'est un peu plus de travail. Et puis, si on travaille à la machine, dès qu'on a des sables un peu gros, c'est pas évident du tout, quoi. Donc là, on a l'exemple d'une façade où il y a eu un enduit taloché, plus une patine. Donc, tout simplement, là, comme je vous disais, de l'eau de chaux avec un pigment. Dans ce cas-là, quand on veut des jaunes un peu lumineux, on met plutôt des oxydes. Je vous dis ça parce que en général, on conseille toujours d'utiliser que des terres et des ocres. C'est vrai que techniquement et du point de vue, je dirais, esthétique, on prend beaucoup moins de risques quand on utilise des terres et des ocres. C'est vrai que c'est une règle qui est bonne en général. Mais si vous voulez un ton pas très soutenu, pas très fort, mais assez lumineux, avec un ocre jaune, vous n'y arriverez pas. Donc, il vaut mieux mettre très peu d'un oxyde jaune. Il y a deux oxydes qui fonctionnent pas mal au niveau des couleurs. C'est l'oxyde jaune, à petite quantité, et puis l'oxyde qui est appelé ocre, ce qui est trompeur, parce que ce n'est pas du tout un ocre, hein, ce n'est pas une terre. C'est la couleur ocre, c'est-à-dire un orangé, en fait. À l'œil, il est orange. Et cet oxyde-là, l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir vous donner une gamme de couleurs qui vont aller du saumoné à faible dose jusqu'à des tons rouilles, pratiquement. Donc ça, c'est toute une gamme qu'on trouve dans les vieux badigeons, qui est intéressante et qu'on ne pourra pas retrouver vraiment avec des autres ou avec des terres naturelles parce qu'ils ne seront pas assez forts. En patine, on pourrait y arriver un petit peu à approcher, mais voilà. Tout ça pour dire que avec les deux oxydes, le jaune et l'oxyde orange, de couleur orange, appelé ocre, on peut arriver à avoir des tons qui, dans le patrimoine, recoupent des choses qu'on peut observer sur des vieux bâtiments, quoi, hein. Moi, j'avais par exemple fait une étude sur Chambéry où j'avais
que des traces de badigeon couleur rouille, que cette couleur-là, systématiquement. Alors, je me suis dit, au bout d'un moment, c'est peut-être des peintures silicates, mais en fait, je les ai envoyés à tester, à faire le test, je l'ai envoyé à faire à Keim. Je ne sais pas si vous connaissez les peintures silicates Keim, Keim. En gros, si vous avez le choix, c'est les meilleurs au niveau de la France. Après, par défaut, si vous ne les trouvez pas dans votre secteur, prenez éventuellement la peinture silicate Alors, le principe dans les peintures silicates, c'est de vérifier qu'il y a moins de 5% de résine organique. Sinon, c'est du trompe-l'œil, hein, c'est-à-dire ils appellent ça des peintures minérales, mais ce n'est pas du minéral. Dès qu'on est en dessus de 5%, c'est que ce qui fait tenir la peinture, c'est plus le silicate, c'est la résine, quoi. C'est le dérivé du pétrole qu'on a mis dedans. Donc, il faut absolument que ce soit moins de 5%. Et donc, par défaut, si vous ne trouvez pas Keim proche de chez vous, vous pouvez prendre éventuellement les peintures silicates de la Seigneurie, qui sont beaucoup plus connues. Je vous dis ça parce que c'est les seuls qui, quand je suis allé les voir un jour en leur demandant leur nuancier pour une façade où l'artisan avait le nuancier de la Seigneurie, je leur ai dit, ben, je viens vous chercher votre nuancier parce que je ne l'ai pas. Et d'habitude, c'est vrai que je conseille plutôt les produits Keim. Mais ils m'ont dit, bon, vous avez raison, puisque c'est les meilleurs. Donc, si eux ont dit ça, a priori, c'est qu'ils savent à peu près ce que c'est qu'une peinture silicate et qu'ils reconnaissent la différence. Je me permets de t'interrompre rapidement parce que justement, c'était la question que je voulais te poser sur des enduits à la chaux, des enduits de corps, j'entends, ou même des enduits de finition. Si à la place d'un badigeon, on pouvait appliquer justement une peinture, je pensais à Keim parce que c'est les seuls que je connaissais. Je ne savais pas que la Seigneurie faisait ça. Et quel impact ça pouvait avoir sur la pérennité de l'enduit derrière. Donc, a priori, c'est tout à fait compatible. Il n'y a pas de souci particulier sur cet Non, il n'y a aspect-là. pas de souci particulier. La seule différence avec le badigeon, c'est que ça sera… bon, en gros, pour répondre d'abord à la question, sans problème, ça va accrocher. Ça accroche sur tout ce qui est minéral, hein. Alors, bon, en même temps, ce n'est pas 100% garanti dans le sens où moi, personnellement, chez moi, j'en ai mis sur un soubassement qui était à la chaux, mais où il y a beaucoup d'humidité. En plus, c'est une ancienne étable, donc il y a même des remontées avec du sel, puisque il y a sûrement du purin dans les sols. Donc, c'est vraiment des conditions au niveau technique idéales pour faire des tests, mais pas idéales pour que ça tienne bien. Et donc, ces remontées d'humidité avec des sels très chargés en sel ont quand même dégradé. Alors là, du coup, je ne peux même pas dire si c'est le silicate, parce qu'en fait, ça a dégradé carrément l'enduit qui est dessous, quoi. Du coup, il est tombé avec. Tout ça pour dire que ce n'est pas non plus tout terrain, ça ne va pas tenir dans toutes les situations, mais j'ai aussi un peu plus loin dans les diapos que j'ai préparés, je vous montrerai une façade que j'ai faite faire sur Carcassonne il y a, je ne sais plus, 25-30 ans, je ne sais plus, et ça n'a pas bougé, quoi. Donc, si on est dans des conditions sanitaires claires, bon, là, ce n'est pas le cas chez moi, puisque, comme je vous le disais, c'était une ancienne étable. A priori, alors, un autre exemple aussi que j'ai vu de silicate qui ne marchait pas, mais là, c'était plutôt un défaut de préco, c'est qu'au pied de la cité de Carcassonne, il y avait des murs de soutènement. Donc, derrière lesquels, là, il y avait le terrain, quoi. Donc, par définition, infiltration d'eau, percolation d'eau en permanence et pas forcément de système de drainage derrière. Bon, rien du tout, de fait. Et pour faire joli, parce que c'était la zone où se garaient les cars pour les touristes, ils avaient peint dessus des enluminures avec du silicate, hein, mais ça, c'est pas le problème. En peinture X, ça n'aurait pas tenu mieux, hein, loin de là. Mais ça s'est aussi dégradé finalement petit à petit parce qu'il y avait ces percolations d'eau. Mais en dehors de ces deux cas particuliers où on a vraiment des raisons particulières qui font que, voilà, bon, quand l'enduit derrière il souffre, le silicate ne va pas tenir l'enduit, quoi. Techniquement, ça fonctionne sans problème. La différence, c'est que le silicate, si vous faites un silicate sur un enduit, bon, tenu dans le temps, a priori, ça peut tenir vraiment des dizaines d'années sans problème. Bon, sans problème. Un petit défaut au départ, c'est que des fois, moi, je trouve que comme c'est un produit industriel, on a quand même un rendu finalement assez peinture. On ne voit pas comme ça que c'est du silicate. En plus, ce n'est pas de le savoir qui fait que c'est mieux, hein. C'est très homogène, oui. Voilà. Alors, techniquement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sait que ce silicate, il va laisser, effectivement, ça a été mesuré, j'ai les chiffres, je ne les ai pas là, mais je pourrais vous les donner, ça a été mesuré, il laisse sortir l'eau plus rapidement que ce qu'il la laisse rentrer. Et ça varie en fonction de la température, il y a différents paramètres, mais là, c'est clair, on le sait. Donc, c'est complètement perspirant.
Donc, à ce niveau-là, c'est 100% compatible avec les supports perspirants. Le badigeon aura quand même un avantage à l'arrivée, c'est que si je fais un silicate, au bout de 2 ans, mon produit sera mort dans le pot. Et le jour où j'ai à reprendre parce qu'il y a un tag ou autre chose, il faudra que j'en rachète, que je me rappelle la référence, etc. Bon, c'est des conditions pratiques, hein, ce n'est pas de l'impossible. Mais malheureusement, des fois, ça fait que ça ne se passe pas facilement. Si j'ai un badigeon, je peux le garder en pot sans limite de temps, sous l'eau. Je vais un peu m'embêter quand même quand je vais le sortir. Moi, ça m'est arrivé sur ma façade. Au bout de 2 ans, j'avais fait ma façade. Puis j'ai eu un bombage carrément sur 1 mètre carré, un beau bombage rouge. Et j'ai mis déjà un petit moment pour retrouver l'endroit où j'ai mis mon pot de badigeon. J'ai mis aussi un petit moment à remélanger parce qu'il se compacte, le badigeon qui se dépose au fond du pot. Donc, il faut vraiment le remettre en… Parce qu'il y a l'eau qui est en dessus, hein, qui est restée. Donc, il faut le remettre en solution dans l'eau. Mais à l'arrivée, je prends ma brosse, je passe je gratte, en fait. C'est là où il y a un avantage au badigeon, c'est que je gratte le badigeon avec une toile émery, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai enlevé le millimètre de badigeon sur mon enduit sans agresser mon enduit du tout. Et j'ai ressorti mon badigeon, je l'ai passé à la brosse, pareil en X, hein, comme ça, en croisant. Et à l'arrivée, alors j'étais un peu surpris, il n'y avait même pas d'écart de couleur. Il y aurait pu en avoir un, hein, je m'y attendais, mais pour une raison que je ne connais pas. J'avais pris la précaution, c'est vrai, de préparer le badigeon un peu à l'avance. Quand on fait un badigeon, c'est toujours bien de préparer à l'avance pour que les pigments, s'ils doivent bouger au niveau de leur réaction avec la chaux, qui est très basique, s'ils doivent être attaqués par la chaux et s'ils doivent changer un petit peu de couleur, il vaut mieux préparer le badigeon à l'avance, de façon à ce qu'ils aient bougé quand on l'applique sur le mur. Et ce qui fait que si vous avez gardé ce badigeon quelques années, il n'aura pas plus bougé de toute façon. Et auquel cas, quand j'ai fait ma reprise sur mon mur, j'ai eu la même couleur qu'à l'arrivée, que celle que j'avais eue à l'arrivée, au départ. Donc voilà, tout ça pour dire le badigeon, le silicate. Alors, un autre exemple que j'ai avec le silicate, du coup, j'irai plus vite sur la suite, hein, parce qu'après, j'ai les photos, mais je ne vais pas vous réexpliquer sur le silicate. Un autre exemple que j'ai eu, c'était à Lyon, il y a une boîte qui s'appelle la Cité de la Création, qui, je suppose, existe encore, mais qui existait déjà il y a une trentaine d'années, 25 ans, je ne sais plus, qui fait des projets de peinture murale, on va dire de fresque, hein, puisque ce n'est pas du frais, c'est de peinture murale, de décor. Ils le font avec vraiment une approche intéressante, avec des sociologues, avec des ethnologues, avec des graphistes, enfin, un contexte. Ils sont capables d'aller chercher les éléments architecturaux du contexte, de les mettre en scène dans l'opinion qu'il y a à peindre, mettons, hein, à traiter, pour le faire un peu disparaître. Enfin voilà, ils inventent l'histoire, disons. Et puis, ils disent, mais il n'y a pas photo. Quand on a les moyens de payer la différence de prix du produit, il faut mettre du silicate. Parce que là, ça tiendra beaucoup plus longtemps. Et si je mets une autre peinture, en général, c'est de l'acrylique, ça tiendra. Mais combien, je n'en sais rien, quoi, hein, c'est beaucoup moins. Ça, c'est clair. Donc, ne serait-ce que pour ces problèmes de perspirance qui sont beaucoup moins compatibles avec l'enduit qui est dessous. Okay. Donc, voilà. Donc, je continue. Alors là, c'est juste au passage, c'est un peu hors sujet, mais je vous montre quand même ça. C'est une dame que je ne connais pas, je l'ai eu au téléphone, qui s'appelle Annie Taillemitte. Si vous voulez retrouver ses coordonnées, si vous avez besoin de faire faire une vraie fresque, à la fois elle sait dessiner, comme on le voit, et en même temps elle fait des vraies fresques, c'est-à-dire qu'elle fait l'enduit de finition et elle applique dessus toutes les couleurs qu'elle prépare elle-même. Et donc vous pouvez la trouver en allant sur le site qui s'appelle Savoir-faire Éco-Patrimoine. C'est un site que j'ai créé il y a quelques années, où je mets, si vous avez de très bons artisans, pour lesquels vous ne pouvez pas vous porter garant dans le sens de prendre une assurance, mais de dire, bon, je les ai vus travailler, je sais qu'ils font bien tel travail, je peux mettre ces artisans-là sur ce site-là en précisant, non pas, je ne dis pas ils sont bons, je dis ils savent faire telle technique. Et du coup, on peut faire des recherches par technique et retrouver les artisans qui maîtrisent telle technique dans tel département. Donc voilà, le seul truc, c'est que mon site en question, là, il est un peu au point mort parce que quand j'ai proposé à Maison Paysanne de France de le reprendre pour s'en occuper, parce qu'il fallait mettre du monde dessus, moi j'ai peut-être qu'une 50aine d'artisans dessus, ils ont commencé, parce que ceux qui me connaissaient, bon, ils étaient d'accord, ceux qui ne me connaissaient pas, ils imaginaient que je voulais faire des sous en faisant ça, alors que jusqu'à maintenant, ça m'en a juste coûté pour mettre en place le site, payer le développement, et bon, enfin voilà, je me suis amusé à faire le truc, je ne demande rien, hein, je m'en fous, mais c'est pour dire que si vous avez des bons artisans pour lesquels, parce que des fois, malheureusement, c'est ça qui m'a donné en fait l'idée de faire ça, c'est que des fois, vous avez des artisans qui sont bons, mais personne ne sait qu'ils sont bons et où ils sont.
Donc, le jour où on a besoin d'eux, ben, l'architecte qui a y compris les moyens ou le client qui a les moyens de les payer, qui serait prêt, il ne sait pas les trouver. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, y compris pour des scagliolas, hein, c'est des plâtres colorés dans la masse, enfin, etc. Bon, il y a tout un travail particulier pour le musée Fabre à Montpellier. Et en résumé, l'artisan qui aurait pu faire ces travaux-là, ben, finalement, il n'a pas pu les faire parce que le temps qu'on le trouve, le temps qu'il fasse le devis, bon, voilà, ils ont trouvé une solution qui était beaucoup moins coûteuse, qui n'était pas la vraie, évidemment. Ils ont bouché les trous avec du plâtre et ils ont peint par-dessus et puis ça a été réglé. Et tout ça pour dire que pour valoriser des savoir-faire, là aussi, si les CAUE veulent prendre le truc à leur compte, moi, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème d'état d'âme comment on dit, de paternité, pardon, paternité, pour valoriser les gens qui savent faire. Alors, ça fait toujours peur parce qu'on se dit, oui, mais comment je fais pour… Moi, je dis, on n'est pas capable de mettre en place des systèmes compliqués qui vont coûter cher. On est capable de dire, bon, ben, on l'a vu travailler, il sait faire ça, on le met dans le site. La personne qui se porte garante, un petit peu, le parrain, moi j'appelle ça, ou la marraine, qui dit, oui, effectivement, je peux dire qu'il a bien travaillé. Mais son nom, hein, quand même, bon, parce qu'il faut qu'il y ait un engagement un peu réciproque, un peu. Et puis le jour où le chantier aura un problème, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de problème, jamais, bon, ben, tout va bien. Mais c'est le jour où il y a un problème, et ben, le parrain ou la marraine va voir sur le chantier le client qui n'est pas content, discute avec les deux, soit il trouve une solution, soit il n'en trouve pas. Et si effectivement il a mal travaillé, on le vire du site, vu qu'il n'a pas payé pour y être, c'est pas grave, et puis on n'en parle plus. Donc, mais le but étant de maintenir des savoir-faire, si vous voulez. Je vous dis ça, bon, à part ça, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vous en parle juste parce que vous pourrez trouver les coordonnées de cette dame-là sur ce site-là. Et voilà, bon, elle cherche pas Super initiative. elle ne cherche pas forcément du travail, hein, mais elle travaille dans des églises souvent, elle fait des, voilà, elle sait faire. Et il y a aussi ce qu'on appelle un fontainier, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire tout ce qui est rocaillage dans le site, que vous pourrez trouver si vous en avez besoin pour restaurer là aussi des travaux de ce type-là. Rocaillage ou rusticage, hein, quand c'est du faux bois, en béton, en ciment. Donc je continue, sinon je n'en finis pas, et après ça prend 3 heures. Donc ça, c'est l'exemple d'ailleurs c'est un petit peu dans le savoir-faire du rocailleur finalement. C'est qu'après les rocailleurs, on a eu toute la période où il y a eu des ciments-pronds. Les ciments-pronds, il n'y a pas longtemps un colloque à Marseille, je ne sais pas si vous y êtes allé éventuellement, et dans ce colloque, on se rendait compte que des fabricants de ciments-pronds, quand il y en a eu, c'était, je pense, entre la fin du 19e et début 20e, ils faisaient toute une gamme de ciments-pronds avec des temps de prise différents, etc. Bon. Et du coup, il y avait ces produits-là qui étaient distribués, et entre autres, ils partaient des fois en bateau de Marseille, ils arrivaient à Sète, la ville de Sète, qui s'écrivait comme ça. Et puis le maçon, ça devrait être systématiquement obligatoire dans tous les sites où on fait des opérations subventionnées. On devrait obliger le maçon à mettre son nom sur la façade assez haut pour qu'il ne puisse pas l'enlever. Et pour que quand ça foire, et voilà, il sache que vous ne voulez pas se faire remarquer. Bon, voilà, je rêve un peu, hein, mais enfin, ce n'est pas plus cher, donc je me le paie tout seul. Voilà, donc il y a le maçon en question qui n'a plus besoin de boulot, hein, parce que lui, je pense qu'il est tranquille où il est. Mais si vous voulez, c'était des gens qui avaient la capacité de faire du bouchardage, éventuellement des ciselures, comme sur une pierre de taille, des tirages de moulures comme ça, de profil. Et ils travaillaient le ciment-pronds. Alors, ça, tel quel, on a rarement le besoin de le restaurer. Il y en a par-ci, par-là. Hein, ça dépend, c'est très variable. Hein. À Marseille, il y en a beaucoup. À Sète, il y en a peut-être une vingtaine de façades comme ça. Il y a des endroits où il n'y en a pas du tout, évidemment. À Montpellier, j'en ai vu 2, je crois, pas plus. Tout ça pour dire que sur la base du prompt, on fait quand même des travaux qu'on appelle chaud prompt. Alors ça, c'est là, je vous parle en passant ce qu'on appelle les mortiers pierres, les mortiers de reprise des pierres. Donc, ce n'est pas des travaux… Là, je ne vous parle pas de tout le savoir du tailleur de pierre. En plus, on n'a pas le temps, mais c'est parce que c'est un problème qu'on a quand même fréquemment sur les façades, quand on n'a pas carrément des parties à sculpter à reprendre, c'est d'avoir à reprendre des parties planes. Donc, il n'y a pas besoin d'un savoir particulier, sinon d'avoir le bon mortier et d'avoir le bon aspect à l'arrivée. Donc là, vous avez une vraie pierre, un morceau de vraie pierre sciée, et là, vous avez la fausse pierre que j'ai coupée en surface avec un outil, un scrapper, un outil avec une lame de rabot, qui fait que j'arrive à couper les grains de sable. Et justement, ce n'est pas du sable, c'est ça l'astuce.
c'est-à-dire que je ne prends que du calcaire tendre concassé, que je trouve qui n'est pas vendu pour ça, hein, évidemment, il est vendu pour faire des terrains de boules, je suppose. Donc, vous prenez ça, vous le tamisez selon l'épaisseur que vous avez de possible. Si vous avez la place, vous laissez tout, c'est-à-dire jusqu'à 1 centimètre, les morceaux, ça n'a pas d'importance, hein, ça fera de la masse et ça va permettre de, si je dois faire un encadrement en surépaisseur de 2,5 cm, parce qu'en général, les surépaisseurs, c'est l'épaisseur d'un pouce à peu près, je peux laisser les morceaux même d'1 centimètre, hein, ça va me faire du volume très vite et puis je vais faire mon volume dont j'ai besoin d'un seul coup. Par contre, si je n'ai pas d'épaisseur, ben, je vais tamiser en fonction de ce que je peux avoir. Et puis, je peux finir y compris avec du 0,2 ou du 0,3, du 0,4. Et à la fin, je tire mon mortier qui est un mélange de plâtre et chaud dans ce cas-là. Plâtre spécial, hein, un plâtre, on appelle ça du plâtre gros de construction. Vous pouvez le trouver éventuellement en demandant aux marchands de matériaux qui approvisionnent la chaux Socli. Parce que Socli distribue pas mal de produits annexes en dehors de la chaux, dont on peut avoir besoin pour faire des stucs, pour du marbre en poudre, du talc, des adjuvants pour fabriquer nous-mêmes les badigeons, c'est-à-dire de la caséine, du méthylcellulose, du savon en poudre, ou des prédoses. Là, c'est des produits des adjuvantations pour faire les badigeons sur le chantier. Et donc, tous ces produits annexes, un petit peu, le plus simple pour les trouver, c'est de passer par un marchand de matériaux qui approvisionne la chaux Socli, puisque à son prochain approvisionnement de chaux, il pourra faire venir le plâtre, par exemple, en question, pour que vous puissiez faire des reprises, qu'il se travaille très bien. En finition, on peut poser le mortier le matin, et puis l'après-midi, on le travaille, l'aspect fini, comme ça, l'après-midi ou le lendemain, c'est bon. Quand on fait la même chose, mais non pas plâtre chaud, mais chaud prompt, donc chaux aérien et ciment prompt, on a quand même des enduits qui sont en ciment prompt, a priori, au premier abord, on se dit non, mais je ne vais pas faire ça parce que c'est du ciment. Il se trouve qu'il y a des tests qui ont été faits et on montre qu'avec une quantité de prompt modérée, disons, pas plus qu'un quart du volume de chaux qu'on aurait mis, on arrive à garder complètement une porosité du mortier équivalente à une chaux hydraulique. Donc, il n'y a pas d'inconvénient à ce niveau-là. On apporte de la dureté, par contre. Ça peut être un inconvénient, mais bon, dans certains cas, c'est pas un soubassement ou autre, ce n'est pas un problème. Et ça a un avantage par rapport au plâtre chaud, c'est que ça va tenir, y compris s'il y a des remontées d'humidité. Donc, le plâtre chaud, il ne faut jamais l'utiliser sur la pierre. Si je fais un grand encadrement de porte ou de garage, d'une entrée avec une baie en anse de panier, bon, peu importe, la pierre du bas, il faut absolument systématiquement la faire en chaud prompt. Et après, le reste, vous pouvez éventuellement le faire en plâtre chaud, parce que c'est plus facile à travailler, ou tout faire en chaud prompt d'ailleurs. Hein. Mais voilà, bon, c'est juste pour vous parler de ça. Dans ce cas-là, là, on avait la vraie pierre qui était, là, c'est une vraie pierre taillée qui faisait également le rogingo, qui faisait tout l'appui qu'on avait posé. Et là, c'est de la fausse pierre avec le calcaire tendre, donc plâtre chaud. Et là, ce que je conseille toujours, moi, c'est de ne pas faire des faux joints comme ça, vite bâclés au dernier moment, d'un coup de truelle qui incise l'enduit, le mortier. Mais on fait l'encadrement complet sans joint. Et après, on prend une petite disqueuse, on appelle ça une graine d'orette. On donne un coup de disqueuse pour tailler vraiment le mortier dans la masse, en épaisseur, pas que en surface. Ça n'aura que des avantages puisque vous allez désolidariser finalement les zones. Donc, finalement, si ça doit bouger, ça va moins casser n'importe où. Si possible, si vous avez repéré la vraie pierre qui est derrière, si jamais il y en avait une qui a été altérée, que vous ne pouviez pas récupérer, ben, vous ferez les faux joints en face des vrais. Et puis surtout, vous allez remettre du mortier dans les creux que vous avez créés et vous aurez vraiment l'impression d'avoir des pierres qui ont été posées les unes sur les autres. Alors que si au dernier moment, alors que vous avez tout fait bien, que votre fausse pierre, elle a vraiment l'aspect d'une vraie, et puis vous faites un joint vite fait qui fait que ça attire l'œil, et à l'arrivée, finalement, ça saute aux yeux que c'est du faux, quoi. Donc c'est un peu dommage parce qu'avec très peu de travail en plus, on a vraiment un aspect fini complet. Là, c'est un petit maçon de village intéressé, mais qui n'en avait jamais fait, et qui a fait chaux aérienne, ciment prompt, calcaire concassé, et il a fait nickel des encadrements, des reprises sur de la pierre qui avait été complètement rongée parce qu'il y avait eu des reprises en ciment par-dessus. Donc, dans ces cas-là, on enlève les reprises en ciment. Si possible, on prend un burin cranté pour griffer la pierre, pour enlever la pierre qui est trop altérée, dégradée, affaiblie par le ciment qu'il y a eu dessus. Et après, on charge avec le mortier-pierre qu'on fabrique.
Là, c'est un exemple aussi, on m'avait demandé de chercher des formulations de mortier-pierre. Finalement, à l'arrivée, on a trouvé la formulation. On l'a faite avec un sable gris très fin parce que finalement, contrairement à ce qu'il y a dans l'ensemble à Montpellier, on n'avait pas une pierre un peu beige-jaune, mais on avait une pierre grise. Et puis, par contre, on a passé sur les mots des natures qui avaient besoin d'être reprises par-ci, par-là. D'abord, que du mortier chaud-prompt, jamais plâtré chaud, parce qu'il y avait des risques d'eau qui stagne un petit peu sur les reliefs. Et en plus, pour uniformiser, on a passé une patine silicate. Alors, la patine silicate, contrairement à la peinture silicate, elle est micronisée. La patine pour pierre de taille, elle est micronisée, c'est-à-dire qu'elle est tellement fine, ce n'est pas tout à fait sûrement la même préparation, hein, est tellement fine qu'elle va vraiment rentrer dans toute la texture du matériau et vous allez changer la couleur sans changer la texture du tout. Donc, si vous devez, ce que je disais hier aussi, reprendre une façade en pierre de taille, plutôt à un moment donné, qu'il reste encore des traces de salissure qu'on a enlevé le mieux possible, il reste des traces, des fantômes un petit peu, plutôt que d'agresser la pierre et d'en enlever finalement pour arriver à enlever la tâche, on peut le laisser, décider qu'on le laisse et on passe une patine. Là, le silicate, ou le badigeon de chaux aussi, mais le silicate fonctionnera très très bien puisqu'il ne va absolument pas masquer le grain de la pierre. Là, c'était pour finir ou pour commencer, je ne sais plus, du coup, sur le silicate. Ça, c'est une façade en trompe-l'œil qui est peinte au silicate, c'est celle qui est à Carcassonne. Et elle a été faite en 88. Donc, il y a quoi, 12 ans plus 22, 34 ans. Alors, je l'ai prise en photo il y a peut-être 4 ans, hein, donc mettons 30, quoi. Et bon, 30 ans après, elle était comme ça. Ça, c'est le trompe-l'œil, hein, tout ça. Bon, là aussi, mais ça, c'est plus visible. Ils avaient fait exprès de faire un trompe-l'œil qui tranchait parce qu'ils voulaient en fait attirer l'œil. C'est la Cité de la Création qui a proposé ça. Hein. Ils voulaient que les gens qui passaient sur ce pont, qui est un pont qui relie la cité de Carcassonne à la vieille ville, ils se disaient, mais vu qu'on fait les trompe-l'œil trop bien, les gens vont passer sans se rendre compte que c'est du trompe-l'œil. Du coup, ils ont fait exprès une zone qui attire l'œil pour montrer que en fait, c'est toute la façade qui reprend en dessin les mêmes mots des natures qui sont en vrai sur le retour. Mais ça, bon, c'est des négociations qui se font avec l'architecte des bâtiments de France qui dit oui ou qui dit non, et à l'arrivée, ça se passe bien. Donc, je continue. Tout ça, c'est un exemple d'un silicate Keim qui a 30 ans. Là, c'est un badigeon par un maçon qui n'en avait jamais fait, pareil. Donc, je lui donne la formule. Il fait le badigeon, il applique sur son enduit de finition qu'il a laissé sécher. Et bon, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Et il y aura tout l'avantage que je vous disais, c'est que le jour où il y a des reprises à faire, on ressort le seau s'il l'a gardé et on peut faire des reprises. En général, c'est en partie basse qu'on a besoin de les refaire. Hein, c'est quasiment jamais en haut. Là, c'est un cas particulier où on avait fait là aussi le badigeon, mais on avait mis une charge de terre locale décantée pour avoir le pigment, que ce soit non pas des pigments, des couleurs, enfin des pigments de commerce, mais que ce soit la terre du village qu'on avait prise. J'avais vu que la terre était orangée. Et comme le maçon était un bon maçon, je lui ai dit, ben, ça serait intéressant, si vous êtes d'accord, de décanter un peu de terre, de prendre les fils et de teinter le badigeon avec. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur un bâtiment communal. Et donc, cette couleur, je ne sais pas, non, je n'ai pas mis la photo d'après qui faisait un zoom dessus, mais parce que là, j'essaye d'aller un peu plus vite, mais bon, voilà, ça fonctionne très bien, quoi, il n'y a pas de problème. Ça, en sachant que le badigeon, il y a une variante au badigeon qui est ce qu'on appelle la collature, où on met un volume de chaux et on met un volume de marbre en poudre. Donc, finalement, si on est capable de faire fonctionner un volume pour un volume, ben, je peux aussi mettre un volume de chaux et un tiers de volume ou un demi-volume de terre qui est décanté, hein, qui n'est pas de la terre organique qui va se dégrader. Et ça ne fait jamais qu'une charge, finalement, à condition que je l'ai décanté, que j'ai vraiment que des fines. Donc, je continue. Donc, ça, c'était juste un exemple d'aquarelle que j'avais faite en recopiant que des couleurs de badigeon rencontrées en Languedoc-Roussillon. En sachant que l'aquarelle est la seule technique, à mon avis, qui permet vraiment de recopier les nuances des badigeons. Si on est avec de la gouache, on a quelque chose d'opaque qui fait qu'on a le rendu d'une peinture uniforme. Or, les badigeons, ils ont des nuances. Et on peut tout à fait, avec des aquarelles, approcher les nuances que l'on retrouve, que l'on observe. Et donc, on avait toute une gamme comme ça de teintes. Bon, c'est juste en passant pour vous montrer un exemple.
Ça, c'est un exemple qui synthétise un peu tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les enduits au balai. C'est un décor que j'avais observé sur une ruine et qui montrait qu'une façade, alors elle, qui avait sûrement plus que 150 ans, il y avait en fait tout un décor que j'ai reproduit à l'échelle 1 sur un panneau qui faisait à peu près 80 de large sur 1,20 m de haut, où il y avait là l'enduit fouetté. Là, il y avait des zones qui étaient graissées. Là, il y avait des zones qui étaient badigeonnées, le blanc. Et puis, des endroits où l'enduit taloché avait été laissé tel quel. Et donc, on se rend compte, alors sur une maison qui en plus n'avait aucun caractère au niveau architectural, une façade qui faisait, mettons, 3 mètres de large sur 7-8 mètres de haut, sans caractère aucun. Si on était capable, 150 ans, de faire ça, ça prouve que le maçon, tout simplement, se faisait plaisir, quoi. Se faisait plaisir parce qu'ils avaient le savoir-faire. Et puis, à faire une façade, eh bien, autant quand on repasse devant, avoir le plaisir chaque fois de regarder ce que ça a donné. Donc, je continue. Alors, ça, ce sont des exemples de stucs que j'ai trouvés. Là, c'est absolument pas visible que c'est un stuc. Comme je le disais aussi, on retrouve beaucoup plus de traces de techniques anciennes dans les zones qui n'ont pas été riches, donc les milieux ruraux. Là, c'était l'eau des Voies-Larzac. J'ai trouvé beaucoup plus de diversité de techniques que quand j'ai fait l'étude sur Montpellier, qui par chance, j'ai faite après. Et sur le stuc, par exemple, là, vous passez devant la maison de maître. Bon, on ne voit pas vraiment que c'est un stuc, hein. Si on se rapproche sur le pignon, on voit un petit peu mieux qu'il y a du faux parement déjà. Et quand on se rapproche encore plus, on se rend compte qu'effectivement, il y avait des zones qui étaient complètement lissées. Alors, ça aurait pu, peut-être, je ne peux pas le jurer, être des zones tout simplement graissées. Mais a priori, bon, c'est vrai que ça se faisait aussi les stucs, hein, donc il n'y a pas de... Je ne peux pas vous jurer que ce n'est pas un graissage, mais de toute façon, le rendu serait probablement assez proche. Là, on voit aussi qu'ils ont fait le faux parement qui est en dépression dans le frais, forcément. Forcément, ils ont fait le stuc sur l'ensemble et puis ils sont venus tirer comme ça ce faux parement qui a priori, je ne crois pas, n'était pas souligné par une couleur, hein, qui était juste une ombre comme ça, très, très légère, avec quelque chose qui n'a pas incisé l'enduit et qui l'a seulement déformé en le repoussant un petit peu. Donc, c'est toujours important de ne pas inciser pour pas qu'il y ait des pénétrations d'eau. Donc là, voilà, je continue. Hein, c'est juste quelques exemples de vieux stucs que j'avais trouvés. Un autre exemple encore, avec un aspect comme ça, faux marbre, si on veut, dont je ne sais pas s'il a été fait volontairement ou si c'est seulement le mode d'altération du stuc en question qui a donné ces effets de marbrure, si on veut, enfin qu'on peut des fois recopier des fois sur le faux marbre. Et toujours cet effet de faux parement en dépression par rapport à l'enduit. Là, c'est un stuc qu'on a fait il y a, je ne sais pas, un peu moins d'une dizaine d'années, sur lequel avait été appliqué en plus du stuc une patine. Donc, c'est ce qui apporte les nuances, hein. Le stuc, par nature, pourrait être beaucoup moins nuancé que ça. Donc, là, c'était... la patine, en plus, n'avait pas été complètement maîtrisée. Magnifique. Pardon? C'est juste magnifique. Bon, tant mieux. Merci. C'est vrai que à l'arrivée, c'était suffisamment maîtrisé pour l'effet d'ensemble, mais un peu moins maîtrisé que ce que j'espérais, dans le sens où le maçon, on avait fait des essais avant, on avait cherché les nuances, les couleurs et tout, et on avait plutôt un effet de cet ordre-là on avait anticipé. Et à l'arrivée, c'était, bon, il y avait les deux, hein, la preuve, mais on avait un effet un peu plus fort sur le bas. Et il se trouve que le maçon, surtout, il était en train de piller sa boutique, en gros, de partir. Et du coup, il était allé travailler ailleurs. Il avait laissé sur le chantier que son ouvrier et un copain à lui, ce qui fait qu'il maîtrisait. C'était quand même le copain en question, c'était quand même un bon peintre. Il était bon, il maîtrisait quand même. Mais voilà, bon, tout ça pour dire que, mais bon, ça marche bien quand même. Là, c'est un exemple aussi que j'ai contre-typé sur un panneau de 50-50 de quelque chose que j'avais vu sur un château, qui était un château sur lequel il y avait un stuc, et il y avait un faux parement qui était fait effectivement comme ça, un peu au crayon, alors une mine grasse de 5 mm à peu près. Et j'avais trouvé, donc j'étais allé chercher en général, c'est dans les boutiques Beaux-Arts, hein, on trouve un peu des mines un peu grosses. Et donc là, vous imaginez, j'avais fait mon stuc sur mon panneau, donc je fais d'abord un enduit talochet, tout simple. Je fais mon stuc par-dessus, et après, j'ai une page blanche, et tant qu'il est encore au frais, je viens et je trace mon faux parement. Bon, voilà, quoi. Moi, je pars de l'idée que si je suis capable de le faire sur 50 cm²,
le maçon, puisque c'est son boulot, doit être capable de le faire sur une façade entière. Quand j'ai eu affaire à des bons maçons intéressés, le blocage principal, il est dans la tête, hein, il n'est pas ailleurs. Si la personne est intéressée, même si c'est un maçon, un vrai maçon quand même, hein, pas un façadier qui sait juste arroser une façade avec sa machine et puis faire du gratté par-dessus au mieux, et puis voilà, c'est tout. Si c'est faire que ça, bon, effectivement, on galère beaucoup plus pour l'amener vers des finitions intéressantes. Mais si c'est juste un bon maçon, un vrai maçon qui maîtrise déjà l'enduit talocher de base propre, on peut tout à fait, petit à petit, lui faire des techniques un peu plus sophistiquées. Il va se faire plaisir, il va apprendre des choses, il sera capable de comprendre ce qu'on lui raconte et de le faire. Et moi, je leur dis toujours, si vous ne voulez pas vous lancer de suite sur une façade entière avec une technique que vous ne maîtrisez pas encore, eh bien, sur la façade d'avant, avant, vous le faites sur le soubassement, et puis vous regardez ce que ça donne. Bon, soit c'est bien, vous le laissez, soit ça ne va pas, vous le refaites. De toute façon, vous pourrez revenir même 15 jours ou 3 semaines ou un an après, s'il y a un problème, pour le refaire, puisque c'est en bas, il n'y a pas besoin d'échafaudage, ce n'est pas des quantités de mètres carrés, et vous aurez pu tester votre maîtrise de la technique avant de passer sur la façade entière, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'on peut petit à petit les amener à faire des pas. Alors, un conseil que je donne aussi, c'est que les stucs, on vous dit toujours, bon, en fait, un stuc, c'est X couches, c'est quand même très laborieux, donc c'est pour ça que c'est cher, hein, c'est beaucoup de temps. Moi, je trouvais une astuce un petit peu pour gagner du temps sans perdre en qualité finale, c'est que avant le stuc, de mettre ce que j'appelle, alors ça, c'est pas une définition, c'est pas une appellation qui, si vous la dites à un maçon, un enduit fin, pour lui, ça sera un enduit de finition normale, quoi, hein. Donc, ça veut dire un sable fin, donc un sable 0,2, mettons, et puis c'est un enduit fin. Là, c'est plus qu'un enduit fin, c'est un enduit très, très fin, disons, puisque c'est un sable à sabler. Donc, c'est des grains de sable qui font même pas un quart de millimètre. Vous voyez, le sable à sabler, hein, c'est facile à trouver. Vous en trouvez dans toutes les couleurs, y compris des tons un petit peu vert de sienne. Et donc, le fait que vous passiez d'un sable 0,2 de votre enduit taloché, qui est déjà sur le mur, avant de faire le stuc, c'est un grain qui est égal à 0, pas à 0,025. Donc, il est égal à 0. Donc, avec cette pâte qui n'a pas de grain, vous allez être amené sur un enduit taloché 0,2 à commencer à boucher des trous et alors, si vous grossissez l'échelle du 0,2, vous avez une pâte qui doit d'abord régulariser le fond avant de faire la couche finale brillante. Donc, plutôt que de faire ça, je prends un grain qui est très petit, qui est beaucoup plus petit que le 0,2, qui fait donc, je vous dis, même pas un quart de millimètre, du sable à sabler, du triple 0, du double 0, je ne sais plus, ça n'a pas trop d'importance à ce niveau-là, ou du grain de marbre si vous le trouvez, c'est pareil, hein, ça n'a pas d'importance, mais c'est plus facile à trouver en général ce sable à sabler. Vous faites une première couche, vous faites faire au maçon une première couche avec ça, il va en fait régulariser son enduit taloché avec ça, donc toujours doser. Alors dans ce cas-là, on dose un volume pour un volume, hein, un volume de chaud en pâte, un volume de charge de ce sable-là, et l'adjuvantation du stuc, la même adjuvantation. L'adjuvantation du stuc, pour simplifier, vous prenez ce qu'on appelle la prédose ST, ça veut dire stuc, ST. Cette prédose, elle fait 1 kg. En fait, dans 1 kg, il n'y a pas 1 kg d'adjuvant. Il y a 50 grammes de caséine, il y a 25 grammes de savon et il y a 100 grammes de méthylcellulose. Mais ils ont mis du marbre en poudre en plus parce que le méthylcellulose, c'est la colle à papier peint. Si vous la mettez comme ça, sans marbre dedans avec, vous allez avoir des grumeaux. Donc, si vous le faites, un artisan fait un mélange où il met lui-même de la colle à papier peint, il faut absolument qu'il mélange ça à sec avec le marbre avant de le mettre dans l'eau, sinon il y a des grumeaux. Bon, tout ça pour dire qu'on fait la même adjuvantation que le stuc. La différence, c'est que le stuc, il y a moitié marbre en poudre, impalpable, moitié talc, mais le talc, il est là que pour faire briller. Donc, en sous-couche, il n'a aucun intérêt. Et il est beaucoup plus cher en plus. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, vous mettez juste de la chaux en pâte, du sable à sabler, une première couche comme ça, et vous vous retrouvez un peu sur l'aspect de finition d'une toile à emery. Vous voyez, un grain très fin qui accroche quand même et qui est très fin. Et là-dessus, vous venez avec la pâte à stuc, c'est un régal, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'accroche et en même temps, vous arrivez à glisser et à faire presque, moi je suis arrivé dans certains cas à faire mon stuc en une couche. Sinon, c'est en deux, mais ça vous évitera de faire 5-6 couches, j'en sais rien, pour arriver à régulariser un truc dessous qui est beaucoup trop gros par rapport à l'échelle où on est, l'échelle de la pâte, quoi. Et là, c'est un exemple que j'ai fait. Alors, c'est un peu particulier parce que j'ai pris de la pellite. La pellite, c'est de la pierre, c'est du... Je ne me rappelle plus le nom de la pierre, du coup. C'est autour du Salagou. Il y a dans l'Hérault, il y a un lac, le lac du Salagou. Il y a de la ruffe. Je
crois que c'est la ruffe qu'on appelle. Et cette ruffe, quand elle se décompose en petits morceaux, on appelle ça de la pellite. C'est le terme géologique des géologues. Cette pellite, si on la prend, on se rend compte que, je vous dis ça parce que c'est transposable sûrement dans votre région sur d'autres matériaux. Si vous prenez ces petits morceaux de pierre qui est en train de se décomposer, il y en a certains, vous arrivez à les rayer à l'ongle et d'autres non. Dans ce cas-là, on prend celle qu'on arrive à rayer à l'ongle, c'est-à-dire celle qui est la plus tendre. Moi, je l'ai passé dans un moulin à café, vous savez, le moulin de grand-mère, celui qui fait du bruit, qui a une hélice à l'intérieur. Et je me suis retrouvé avec une poudre qui était tellement fine et impalpable, effectivement, que j'ai pu la mettre à la place, y compris du talc. Et j'ai mis un volume de cette poudre, de cette roche broyée locale, et un volume de chaud en pâte, et j'ai eu directement mon stuc brillant. Même pas besoin de mettre mon talc. J'aurais pu le mettre, mais il m'aurait apporté du blanc et j'aurais moins eu la couleur de mon matériau. Alors que là, j'ai que le blanc de la chaux et puis la couleur du matériau, volume 1 pour 1. Donc, c'est juste pour montrer que là aussi, bon, là, évidemment, c'est beaucoup trop loin par rapport à ce que peut faire un artisan, mais quand on est dans cette démarche-là sur les techniques à la chaux, on peut à la fois, on peut hiérarchiser finalement les techniques les plus simples et après, des choses qui vont déjà bien améliorer l'esthétique avec pas beaucoup de travail en plus, qui vont valoriser leur travail. En plus, ils seront les seuls à le faire, donc ça va les motiver. Et après, les amener sur des techniques un peu plus sophistiquées quand il y en a besoin. Mais ceci dit, en plus, ils peuvent aussi s'exercer à l'intérieur. Là, moi, je parle que de façade, mais s'ils sont à l'intérieur, ils pourront faire des stucs, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de gel. Ils pourront maîtriser suffisamment le stuc avant sur des décors intérieurs ou sur de l'habitat écologique à l'intérieur aussi, sur des clients qui le demandent et qui le paient. Et puis après, ils passeront sur la façade. Donc, il y a aussi des stratégies comme ça de progressives. C'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu de toutes ces techniques. Et je résume avec ce tableau. En fait, c'est la situation dans laquelle on est quand on est face à une façade. Bon, il est soit en très mauvais état, auquel cas, bon, je sais que je ne me pose pas trop la question, je pique l'enduit. Soit j'ai des dégradations plus ou moins importantes et auquel cas, je peux avoir à hésiter entre je conserve ou je l'enlève. Et puis, dans le cas où il est en bon état, en fait, dans certains cas, je vais le piquer quand même parce qu'il est au ciment. Auquel cas, bon, je vais me retrouver dans ce cas-là. Mais sinon, si c'est un enduit qui est à la chaux, qui est en bon état, bon, évidemment, je passe dans cette logique-là. Je le conserve. À ce moment-là, j'ai le problème qui se pose, c'est est-ce qu'il est peint ou est-ce qu'il n'est pas peint? S'il est peint, alors peint malheureusement dans le sens de peinture organique, hein, pas de badigeon, parce qu'un badigeon, ça ne posera jamais de problème. Il n'y a rien de plus facile à entretenir qu'un badigeon. Un badigeon, je le recharge. En gros, je brosse pour enlever ce qui ne tiendrait pas. Je brosse facilement comme ça, ou je donne un coup de Karcher, souvent on essaie d'éviter parce qu'ils ont tendance à le mettre fort. Si on y va doucement, ça pourrait marcher, mais bon, ça dépend de la confiance qu'on a dans l'artisan par rapport à son utilisation du Karcher. Donc sinon, on brosse à sec, ça marche très bien. On enlève donc tout ce qui ne tient pas, et puis on refait un badigeon et on repasse dessus, quoi. Et ça ne posera aucun problème. Et donc là, on est dans l'hypothèse, donc j'ai un enduit qui n'est pas peint, auquel cas je peux soit faire dessus un badigeon coloré, etc., ou une peinture silicate. J'ai un enduit qui est industriel, prêt à l'emploi, qui est déjà existant, hein, par définition. Et je peux dessus, alors s'il est, s'il est poreux, donc il n'est pas peint, hein, il est non peint dans ce cas-là, je peux sans problème, évidemment, repasser par-dessus, même un enduit industriel. S'il a quelques dizaines d'années, je vais pouvoir mettre un badigeon. Par contre, j'ai eu le cas sur un chantier d'un artisan qui devait faire un enduit à la chaux, puis un badigeon par-dessus. Alors, il s'est dit, bon, il n'est pas là, donc je vais faire mon enduit industriel comme d'habitude, et puis je vais faire le badigeon, de toute façon, il ne va rien voir. Et le seul problème, c'est que l'enduit industriel, quand il est neuf, il est avec de l'hydrofuge, ça dépend, plus ou moins, mais en général, il y en a. Et donc, le badigeon, ben, l'hydrofuge, il a fait son boulot, hein, il a repoussé l'eau, et le badigeon, il s'est écaillé. Donc, c'est tout simplement parce que l'enduit qui était dessous, à cause de l'hydrofuge, n'était pas capable d'accepter que le badigeon rentre dedans et trouve son accroche, quoi. Donc, tout ça pour dire que si je suis sur un ancien enduit industriel, comme l'hydrofuge, c'est un produit quand même un dérivé là aussi du pétrole, qui, heureusement, sera altéré par les UV, au bout d'un certain nombre d'années, je peux, en général, retrouver une accroche mécanique, de porosité, qui fait que mon badigeon va s'accrocher. On peut tester un petit peu la porosité, mais c'est un peu difficile. Il n'y a pas de... Enfin, voilà. Je ne vous en parle pas vraiment parce que c'est un peu compliqué. Soit on met de l'eau dessus, on regarde si ça coule ou si elle rentre dedans. Et
On a une petite idée, disons, si on a fait du comparatif sur des enduits dont on savait qu'ils étaient à la chaux, on a regardé, je prends le bouchon d'une bouteille, supposons je prends le bouchon de ma bouteille, là, je le remplis d'eau, et puis je la verse doucement sur la façade. Je fais ça sur des enduits que je connais, des enduits à la chaux qui sont poreux, et je regarde que ça descend sur, je sais pas, 5 cm ou 10 cm. Et puis après, si je fais la même chose sur des vieux enduits, je vais voir que ça descend plus ou moins. Moins ça descend, c'est que ça absorbe. Et si j'ai un enduit ciment qui n'absorbe pas du tout, ça va couler beaucoup plus. Et si j'ai un enduit industriel, mais qui a perdu son côté hydrofuge, ça va rentrer plus que s'il est trop récent, quoi. Enfin, voilà, c'est des petites astuces de chantier, disons. Donc là, c'est un petit peu un résumé des situations dans lesquelles on se trouve et de ce qu'on peut faire à l'arrivée, y compris donc, si je suis sur un enduit qui a été peint et que je ne peux pas le décaper, parce que si je peux décaper, l'idéal, c'est de décapage mécanique, hein, sablage à la limite, mais c'est rarement possible parce qu'il y a beaucoup de poussière. Il faut que l'enduit soit assez résistant pour ne pas être trop altéré par le gommage qui devient du sablage à un moment donné. Si c'est une peinture organique, si elle était on peut espérer qu'elle soit d'assez mauvaise qualité pour que l'organique lui-même se soit dégradé au niveau des UV. Et auquel cas, dans certains cas, elle farine énormément. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un badigeon, c'est juste une peinture qui était très chargée, avec une résine, pardon, qui n'était pas très bonne en qualité, et qui fait qu'elle s'est dégradée, et qui fait que c'est les charges qui restent. Et donc, c'est la charge de la peinture, c'est plus la résine. Auquel cas, elle va fariner, et c'était quand même une organique, et je peux quand même l'enlever, et je peux retrouver la porosité du support. Voilà, donc vous avez vu à peu près rapidement hein, l'ensemble. Ce que je vous ai parcouru là, c'est en fait la dernière partie d'une formation que je réalise, si vous voulez, qui comprend donc, où je parle effectivement des rejointoiements, des aspects de finition qu'on a vus, là, talocher, fouetter, graisser, tyrolienne. Bon, tyrolienne, on a rarement à le refaire, mais on peut le refaire avec des chaux hydrauliques hein, éventuellement, pas forcément des ciments. Enduit gratté, j'ai mis point d'interrogation parce qu'on ne fera jamais d'enduit gratté avec une chaux aérienne, puisqu'une chaux aérienne, elle fait sa prise par l'extérieur. Donc, si je la gratte, je lui enlève la partie qui résiste. Donc, c'est catastrophique. Si je dois, pour des raisons d'intégration à une partie qui existe déjà, gratter un enduit, je ferai forcément un enduit à la chaux hydraulique en finition, à la 3,5 pour qu'elle soit assez résistante. Et le seul cas où j'ai trouvé deux intérêts à l'enduit gratté, c'était dans des villages où il y avait une maison sur deux, c'était une remise où il y avait carrément de la terre crue dans les joints, très visible. Et je me suis rendu compte que dans ce cas-là, au niveau visuel, un enduit gratté avait l'avantage d'enlever complètement le côté trop tendu des enduits talochés, et en plus qui était fait souvent avec de l'industriel, et qui tranchait énormément par rapport aux remises qui étaient à côté, quoi. Et auquel cas, le gratté donnait un côté mat qui passait bien, mais en le faisant avec une chaux hydraulique, évidemment. Après, les questions de pierre de taille, donc ça, on a évoqué également. Les peintures minérales, donc le chaulage, j'avais parlé de ça hier, déjà, le chaulage, badigeon, eau forte, patine, les silicates, les badigeons sacrificiels, dans le sens où on peut les utiliser hein, pour les zones, soit en soubassement, soit dans les zones taguées. Et puis, les stucs qu'on a vus. Voilà. Bon, ça, c'était juste ça, c'est la formalisation, si vous voulez, en fait, que Calliope m'a fait faire pour valider la formation, c'est qu'on est obligé de mettre les choses par groupe cohérent. Bon, ça, c'est normal. À y être, autant le faire comme ça. C'est pour ça que c'est formulé comme ça. Hein. C'est pas moi, ça. C'est à l'issue de la séquence, le stagiaire sera capable de choisir une technique adaptée esthétiquement à la façade à traiter. Et en fait, avant ce 4e chapitre, en fait, plus ou moins, celui d'avant, si vous voulez, j'aborde en fait tout ce qui est question d'humidité dans le mur. Donc, les questions de gestion des eaux. Non, ça, c'est, pardon, là, je repars à l'envers. Là, j'étais au 4e, là, je suis reparti au 1er. Dans l'ordre, en fait, j'aborde les supports, la question de gestion des eaux, des remontées capillaires, des questions de perspirance, etc. Le rôle des soubassements, qui est hyper important, ne serait-ce que dans la gestion de ces remontées. Et puis, bon, ça, c'est sur, en fait, les caractéristiques des murs et des mortiers compatibles qu'on va mettre avec, hein, tout simplement. Ça revient un peu à ça. Deuxième étape, c'est on parle de tous les matériaux. C'est là où on parle, en fait, de tous les liants. Les chaux, aérienne, hydraulique, le ciment prond, le plâtre gros de construction, PGC, et le tilia, qui est un liant un peu particulier qui vient de sortir, qui n'est plus malheureusement vendu pour faire en tant que liant, mais où il est intéressant, c'est que
ce tilia, il est composé de 3/4 de métakaolin, ça veut dire d'argile cuite. Cette argile cuite, elle consomme beaucoup moins, elle dégage pas de CO2 déjà dans l'air quand on la cuit. Il n'y a pas la réaction chimique, si vous voulez, de décarbonatation. La chaux, quand vous prenez un calcaire, vous prenez une tonne de calcaire, quand vous l'avez cuite, elle ne pèse plus que 600 kg, le même volume. Il y a 400 kg de CO2 qui sont partis dans l'air. Parce que c'est la réaction chimique liée à la chaleur qui font que la chaux aérienne, la chaux d'ailleurs en général, même hydraulique, décarbonate. D'ailleurs, le terme technique pour les ingénieurs quand ils mettent du calcaire dans un four, c'est la décarbonatation. Donc, c'est le fait de faire partir tout ça. Donc, c'est catastrophique au niveau climatique. Et donc, ce qui est intéressant avec ce produit-là, qui j'espère un jour sera copié par beaucoup d'autres sur le principe, c'est que dans le sac, il y a 3/4 de métakaolin. Alors, le métakaolin, méta, ça veut dire en fait, c'est du kaolin cuit. Hein. Et ce métakaolin, il est cuit, ce qu'on appelle une cuisson flash. Ça veut dire que non seulement ça se fait en quelques secondes, vous imaginez une terre crue qui est réduite en poudre, elle passe dans un four qui est à 700 degrés, et quand elle ressent de l'autre côté du four, les particules d'argile, elles sont cuites. Je n'ai pas besoin de la laisser pendant des heures. Elle ne décarbonate pas et elle est cuite instantanément. Et je n'ai eu pour la préparer qu'à rendre en poussière de la terre sèche, ce qui ne demande pas beaucoup d'énergie non plus. Le bilan c'est que c'est 2 fois moins en énergie globalement sur le système de process global et 6 fois moins en CO2 par rapport à la chaux. Donc j'aime bien la chaux parce qu'elle a des caractéristiques, pas parce que c'est de la chaux, mais parce que les caractéristiques des enduits vont bien. Mais si on peut la remplacer un jour par des produits où il y a beaucoup moins de CO2 dégagé, ben forcément, s'ils font le boulot au niveau perméance, ça sera toujours mieux. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là actuellement dans le monde pour remplacer le plus possible les liants en général, y compris des ciments, parce qu'on appelle, c'est le principe de la prise pozzolanique. Hein. Je n'ai pas parlé, mais c'est ce qu'on voit en fait quand je parle des liants. C'est la prise pozzolanique, c'est la réaction en fait entre une charge et la chaux, et la partie aérienne en fait de la chaux, qui fait que la réaction chimique, l'attaque basique, on appelle ça, parce que la chaux est basique évidemment, sur la charge qui a une capacité de réaction pozzolanique, fait que ça donne une hydraulicité finalement, une capacité de prendre sous l'eau à une chaux même aérienne. C'est un peu bizarre parce qu'une chaux aérienne, par définition, on imagine que s'il n'y a pas de l'air, elle ne pourra pas faire en prise. Mais les mortiers romains, ils étaient faits avec une chaux aérienne mélangée à de la pouzzolane. C'est pour ça qu'on parle de prise pozzolanique. La pouzzolane qu'on trouvait dans la baie de Naples. Et que quand ils n'avaient pas de pouzzolane réactive, toutes les pouzzolanes ne sont pas réactives en plus, quand ils n'avaient pas de pouzzolane réactive dans l'Empire romain, ils prenaient de la terre cuite qui ne servait plus, des vieilles tuiles, ils les concassaient. La main-d'œuvre à l'époque n'était pas chère, donc on pouvait la concasser pour pas cher. Et du coup, ils mettaient ça à la place de la pouzzolane et ils faisaient des mortiers romains, qui sont tous les mortiers qui servaient dans les bassins, quoi, dans les endroits où il n'y a que de l'eau. Donc voilà, bon, tout ça pour dire qu'il y a énormément de possibilités en repartant sur la notion de prise pozzolanique et de réaction en fait entre la charge et le liant, et non pas en considérant que le liant c'est qu'une colle qui colle entre elles des particules de pierre, enfin de sable concassé, quoi. Hein. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a une force beaucoup plus forte de la cohésion de l'ensemble, puisque la réaction elle a lieu carrément entre le liant et le grain, la charge. Donc potentiellement, c'est beaucoup plus fort. D'ailleurs, au point que même le tilia, on doit pouvoir l'utiliser sous-dosé pour avoir les mortiers que l'on veut, assez souples et assez perspirants par rapport à ce dont on a besoin, quoi. Donc après, on regarde tout ce qui est des questions de prise, des questions des normes, évidemment, tous les types de charges que l'on peut avoir à utiliser dans les façades, surtout. Hein. Moi, je parle toujours des façades. Il est évident que tout ce qui se fait en façade peut se faire à l'intérieur et que tout ce qui se fait pour des raisons architecturales ou de protection peut se faire pour des raisons décoratives aussi. Donc, c'est pour ça que c'est des techniques qui concernent autant le bâti ancien que le bâti écologique et autant la façade que l'intérieur, évidemment, quoi. Et puis, donc là, bon, là, dans ce cas-là, donc on aura vu finalement tout ce qui est matériaux liés à ces travaux-là. Et la troisième étape, avant la quatrième que vous avez déjà vue, en fait, c'est vraiment sur les enduits, le rôle de ces 3 couches, gobti, corps d'enduit, finition, est-ce qu'on fait toujours des gobtis ou pas, les supports, donc moi j'ai fait une étude de recherche fondamentale en fait sur les enduits,
où on a étudié des enduits qui avaient plus d'un siècle et on a étudié comment ils se comportaient par rapport aux vieux murs qu'on avait derrière et comment était la liaison entre les deux. Et qu'est-ce qu'il fallait comme caractéristique dans les enduits pour que ça soit compatible. C'est un peu d'ailleurs ce qui a servi à faire évoluer les enduits, y compris industriels, ceux qui ont été capables d'en tirer des leçons, pour les amener à mettre pas de ciment, que de la chaux, mais ils mettent quand même toujours un petit peu quelques adjuvants, même si c'est 0,3%, 2, etc. Bon. Et puis il y a toujours le côté, malheureusement, perte de savoir-faire qui va avec ces produits industriels, que malheureusement on ne peut pas éviter, même si on travaille bien avec eux parfois, même si quelques-uns, au niveau purement technique, on pourrait dire, bon, ben, probablement ils vont tenir aussi longtemps qu'un enduit traditionnel, mais on n'a pas le recul de toute façon, par définition. Mais le malheur, c'est que même si on a, enfin, bon, c'est bien qu'on ait le résultat déjà technique potentiel, mais le malheur, c'est qu'il y aura une déqualification malgré tout des personnes, parce que ces personnes qui ont appliqué ces enduits industriels, ils savent faire qu'une chose, quoi. Ils le passent à la machine, ils font une finition ou deux, et puis en gros, en dehors du taloché et du gratté fin, au mieux, c'est tout, puisque le brut de projection, c'est exclu, l'écrasé, évidemment. Ça a été inventé que pour les villas, pour aller vite, hein. C'est pour faire une villa par jour. Donc, on bâcle le boulot et puis on va à la villa d'après, le lendemain. Mais ça n'a aucune bonne raison, ça n'existait pas, ces finitions-là. C'est clair, de la même façon que la teinte en masse par des pigments n'existait pas. Jamais on teintait en masse par des pigments, puisqu'il n'y a aucun avantage. On met beaucoup plus de pigments, la teinte finale sera terne, alors qu'en surface, je mets beaucoup moins de pigments, j'ai des nuances de transparence que je ne peux pas avoir en masse, j'ai une possibilité d'aller jusqu'à la saturation du pigment, ce que je ne pourrais jamais faire sur une teinte en masse. Et donc, c'est pour ça qu'en Italie, quand vous allez voir les travaux qui se font, des fois, mettons, si j'étais passé sur place Navone à Rome, ils font une façade neuve et dessus, ils appliquent ce qu'ils appellent des vellatours, des voiles et des jus, en fait, hein, des jus comme des patines finalement. Ils vous posent 2-3 patines une sur l'autre et à l'arrivée, le lendemain où ils ont enlevé l'échafaudage, vous n'êtes même pas capable de voir où est la façade qui a été refaite, quoi. Parce que ces jus font qu'on va la fondre complètement dans le paysage. On n'est pas obligé d'en arriver là non plus, mais ça permet vraiment de faire des nuances intéressantes. Donc sinon, bon, voilà, bon, là, ça permet de caractériser vraiment les enduits dans tout leur fonctionnement. Et puis la dernière étape, ben, vous l'avez déjà vu, c'est toutes les techniques du coup qu'on peut utiliser. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le blog. Vous le connaissez, je suppose? Sinon, vous pourrez aller voir, vous aurez des articles sur les différentes techniques que moi j'ai pratiquées, hein. Donc, c'est toujours des infos que j'ai, soit liées à des chantiers que j'ai suivis, soit à des artisans formateurs avec qui j'ai travaillé. Et donc, vous trouverez des explications sur ces techniques qui peuvent être souvent suffisantes, hein, pour les artisans qui sont intéressés, évidemment, pour les pratiquer. Il suffit que vous tapez dans Internet patrimoine façade, sans trait d'union, sans rien du tout, vous tombez dessus. Si vous voulez, vous tapez bloc de vent, mais ce n'est pas la peine. Et puis, vous aurez après, là, sur la première page, après, vous avez tous les articles. Sinon, vous cliquez sur tous les articles. Et là, vous aurez carrément un petit logo et un résumé chaque fois. Après, là, je mets ma théorie sur les couleurs, puisque j'en ai vaguement évoqué la question au début. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant pour moi, hein, petit à petit, en faisant les études couleurs, c'est que les couleurs restent reliées à la technique et aux matériaux d'origine le plus possible. On peut jamais à 100%. Mais si on déconnecte la couleur des techniques et des matériaux d'origine, on perd complètement le savoir-faire.